c'est parti pour la deuxième partie du second chapitre de Confession d'un masque. Donc aujourd'hui, ça va être la page 86 jusqu'à 120. Et petite information pour ce qui est du chapitre 3 séparé en 4. La première partie va être ce vendredi le 20 et ça va aller du 20 au 23. Et ça va être à peu près 31, 32 pages pour chaque vidéo. Donc 4 vidéos pour vendredi jusqu'à lundi prochain. Donc pour remémorer un peu, ça finit sur Omi, lui, cherchant à rétablir son équilibre menacé au moment où il envoyait voler un adversaire, semblait se contorsionner de douleur sur cette poutre, rendue glissante par le givre qui scintillait faiblement. Mais d'un coup de rein souple, il retrouvait bien vite sa posture d'assassin. Donc c'était un jeu de... C'était un jeu Shinto qui célébrait l'anniversaire de l'Empire. C'est un jeu qui vient de là. Donc 86 à 120 pour aujourd'hui. La poutre à bascule, sans se troubler, continua son mouvement de balancier. Comme je regardais cette scène, je fus soudain gagné par l'angoisse. Une angoisse submergente, inexplicable. On aurait dit un vertige causé par les oscillations de la poutre, mais ce n'était pas cela. Plutôt un vertige mental, une angoisse préludant à la rupture de mon équilibre intérieur devant le spectacle des mouvements périlleux d'Omi. Et dans ce vertige, deux forces contradictoires se disputaient l'hégémonie. D'une part, l'instinct de conservation, d'autre part, un désir plus profond, plus impérieux, qui me poussait à démolir mon équilibre. Il s'agissait de cette impulsion subtile et secrète à laquelle on s'abandonne souvent de façon inconsciente. La tentation du suicide. Wow, c'est parti, on a lu une moitié de page, ça part déjà en couille. Alors, bande de poules mouillées, il n'y a plus de candidats? Omi, se balançant doucement d'un côté et de l'autre sur la poutre, avait placé ses mains, gantées de blanc, sur ses hanches. L'insigne doré de sa casquette brillait dans la lumière du matin. Jamais je ne l'avais vu aussi beau. « J'y vais !» Le moment de prononcer ces mots, je l'avais précisément calculé au battement de plus en plus fort de mon cœur. Les choses se passaient toujours ainsi quand j'étais sur le point de succomber à mes désirs. Me diriger vers la poutre, me mettre debout dessus, ne me semblait pas une impulsion inévitable, mais plutôt un acte fixé d'avance. Voilà pourquoi, des années plus tard, il m'arrivait de croire à tort que j'étais un être très volontaire. « Laisse tomber, tu vas te faire battre, c'est sûr !» Accompagné par des cris moqueurs, je grimpais sur une extrémité de la poutre. Comme je glissais, en essayant de me rétablir, le concert de raillerie redoubla. Omi me faisait face en bouffonnant. Il enchaînait les pitreries, s'amusait à déraper comme moi. En outre, il me narguait en secouant les mains. Par instants, le bout de ses doigts prenait à mes yeux l'allure d'une pointe d'arme dangereusement prête à me transpercer. Nos deux paires de gants blancs se frappèrent à maintes reprises. Chaque fois, sous la poussée de ses paumes puissantes, je vacillais. Comme s'il voulait faire durer le plaisir de me bafouer. Omi dosait soigneusement ses forces afin de retarder ma défaite. « Ah, un coup pour toi, t'es rudement fort. Je suis vaincu, ça y est, je tombe, regarde. » Et tout en tirant la langue, il faisait semblant de dégringoler. Le voir bouffonner ainsi et détruire sans le savoir sa propre beauté était pour moi une épreuve insupportable. Forcé sous la violence de ses poussées, de reculer en sautillant jusqu'au bout de la poutre, je baissai soudain les yeux. Il se jeta sur l'occasion et me faucha d'un coup de sa main droite. Par réflexe, pour éviter la chute, je m'agrippai à cette main. Ses doigts moulés dans les gants blancs me causèrent une sensation des plus vives. À cet instant, nos regards se croisèrent. Ça ne dura qu'une fraction de seconde. Disparues les grimaces de clown, une expression incroyablement franche s'était répandue sur son visage. Dénuée d'hostilité comme de haine, il y avait en elle quelque chose d'innocent, de farouche, qui faisait vibrer ses traits à la manière d'un arc bandé. Mais peut-être était-ce un excès d'imagination de ma part, peut-être était-il plutôt de la manifestation directe d'un vide ressenti quand, tiré par le bout de ses doigts, il perdait l'équilibre. Pourtant, j'eus l'intuition que dans le bref regard porté sur lui au moment où passaient entre nos doigts ces tressaillements, aussi électrisants qu'un éclair, Omi avait lu que je l'aimais, lui et lui seul. Presque au même moment, nous dégringolâmes l'un et l'autre de la poutre. Quelqu'un m'aida à me relever. C'était Omi. Il me mit debout en me tirant brutalement par le bras et sans mot dire, essua la boue qui tachait mon uniforme. Ses coudes et ses gants étaient eux aussi maculés,
d'une boue mêlée de paillettes de givre. Je levai vers lui un œil presque réprobateur, quand il s'était mis à marcher, un bras passé sous le mien. Pourtant, dans notre école, où nous nous connaissions tous depuis les petites classes, les marques de camaraderie, se tenir par le bras ou par les épaules, n'avaient rien que de très naturel. Sur ces entrefaites, le sifflet nous ordonna de nous mettre en rang retenti, et c'est dans cette attitude familière que tout le monde se dirigea rapidement vers les salles de cours. Omi et moi, nous avions roulé ensemble de la poutre, ce qui pour tous les jeunes n'était que la conclusion d'un jeu dont ils commençaient à se lasser. Aussi, nous voir ensuite marcher tout bras dessus bras, tout, non, aussi nous voir ensuite marcher tous deux, bras dessus, bras dessous, n'offrait pas en soi un spectacle particulièrement remarquable. Encore là, j'avais mal compris le sens, mais tranquille. C'est bon, j'ai compris. Néanmoins, à aller ainsi, appuyé à son bras, j'éprouvais une joie sans borne. Du fait de ma constitution fragile, peut-être, à toutes mes joies venait se mêler un pressentiment funeste. Mais pour une fois, je ne percevais plus que le sentiment de force, de tension de ce bras qui, se transmettant au mien, semblait circuler dans mon corps entier. J'aurais voulu marcher ainsi jusqu'au bout du monde. Mais une fois arrivé à l'endroit où l'on devait se mettre en rang, sans plus de façon, Omi lâcha mon bras pour aller s'aligner dans la file. Dès lors, il ne tourna plus la tête de mon côté. Durant la cérémonie, alors qu'il était assis 4 places de moi, mes yeux ne cessèrent de passer de mes gants blancs aux siens, tous deux maculés de boue. Ainsi, l'adoration inexplicable qui m'entraînait vers Omi ne s'accompagnait d'aucune critique consciente de ma part, et encore moins de considération morale. Chaque fois que mon esprit cherchait à se concentrer sur le sujet, je n'étais déjà plus là. Supposons qu'il existe un amour sans continuité et sans évolution. Voilà justement ce que j'éprouvais. Chaque regard adressé à Omi correspondait toujours au premier coup d'œil, ou si je puis dire, à celui qui assiste à l'origine du monde. Mes manœuvres inconscientes visaient sans cesse à protéger la pureté de mes 14 ans d'un processus d'érosion. Était-ce donc cela l'amour? Mais même dans un amour de cette sorte qui, conservant en apparence sa forme platonique, allait ensuite se répéter indéfiniment, entraînant aussi une corruption ou une déchéance particulière. Cette corruption était beaucoup plus perverse que celle des amours ordinaires. De même que, de toutes les déchéances du monde, nul n'est plus ignoble que la pureté déchue. Dans mes sentiments à sens unique pour Omi, dans ce tout premier amour de ma vie, j'avais vraiment l'allure d'un oisillon dissimulant sous son aile les désirs innocents de la chair. Ce qui m'égarait, ce n'était pas l'attrait de la possession, mais la tentation pure et simple. Quoi qu'il en soit, lorsque j'étais à l'école, en particulier durant les cours les plus ennuyeux, j'étais incapable de détacher mes yeux du profil d'Omi. Puisque j'ignorais qu'aimer, c'est à la fois désirer et être désiré, qu'aurais-je pu faire de plus? Pour moi, l'amour, ce n'était autre qu'un échange de questions portant sur de petites énigmes qui restent sans réponse. Et je n'imaginais même pas qu'une telle adoration puisse être payée de retour, sous une forme ou une autre. Un jour, à cause d'un léger rhume, j'étais resté à la maison, oubliant que l'examen médical de printemps, le premier que nous devions subir après l'entrée en 3e année, avait lieu précisément ce jour-là, ce dont je m'aperçus le lendemain en retournant au collège. Je me rendis donc à l'infirmerie en compagnie de quelques élèves qui, comme moi, avaient manqué les cours de la veille. J'étais probablement le seul qui l'avait pas fait exprès. Le poêle à gaz diffusait une flamme bleutée presque imperceptible dans les rayons du soleil qui baignaient la pièce. Seuls régnaient des relents d'antiseptique. On ne percevait nulle part l'odeur rose pâle, pareille à celle douceâtre du lait chaud, si caractéristique d'une salle d'examen médical, où se pressent et se basculent des adolescents à demi nus. Nous n'étions que 2 ou 3, plutôt silencieux, à ôter frileusement nos chemises. Un garçon maigre qui, tout comme moi, attrapait sans cesse des rhumes était debout sur la balance. Comme je regardais son dos blanc couvert de duvet, d'un aspect à faire pitié, soudain ma mémoire se raviva. Je me rappelais combien mon désir de voir le corps nu d'Omi était violent. Et dire que j'avais été assez bête pour ne pas me rendre compte que l'examen médical m'en offrait l'occasion rêvée. Celle-ci étant passée, il ne me restait plus qu'à attendre une autre, bien improbable. Je me sentis blêmir. Sur sa peau hérissée de chair de poule, mon corps perçut une sorte de regret pareil à un frisson de froid.
Le regard vide, je frottais les marques misérables qu'avaient laissées les vaccins sur mes bras frêles. On appela mon nom. La balance avait tout d'un gibet notifiant l'heure de mon exécution. 39,5 lança au médecin l'ex-infirmier militaire qui lui servait d'assistant. 39,5 nota le médecin sur mon dossier tout en soliloquant. Ce serait bien qu'il arrive au moins à 40 kilos. On s'est rendu là, c'est une demi-livre, une demi-kilo. Ça, c'est pas... Je pourrais faire un effort pour gagner une demi-livre. Moi, j'ai un bon steak. Ou des sushis avec du steak. Peu importe. La bonne viande coréenne, ça c'est bien. À chaque visite médicale, j'étais en butte à ce genre d'humiliation. Pourtant, j'avais pu ce jour-là entendre de tels propos d'un cœur assez léger. Je le devais au soulagement de penser que, Omi n'étant pas là, il n'avait pas été témoin de ma honte. Durant un instant, mon soulagement s'amplifia et devint presque de la joie. C'est bon, suivant. L'assistant eut beau me pousser d'une méchante bourrade à l'épaule, je ne le foudroyais pas du regard mauvais, chargé de colère que je lui destinais d'habitude. Malgré tout, je n'étais pas sans pressentir confusément qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, mon premier amour allait prendre fin. En l'occurrence, l'angoisse provoquée par cette prescience constituait peut-être l'essentiel de ma volupté. Vint un jour de la fin mai, un jour comparable à la réception générale du spectacle de l'été, ou encore au patron de couture de cette saison. Pour assurer que les beaux jours peuvent enfin arriver, car tout est prêt pour les accueillir, un messager passe en avant-coureur inspecter les coffres à vêtements, et, signe que cette inspection a été concluante, ce jour-là, les gens sortent de chez eux en chemise légère. En dépit de la chaleur, j'étais enrhumé et je souffrais des bronches. Donc il y avait une bronchite, quoi. Avec un ami qui, lui, avait des troubles digestifs, nous étions allés à l'infirmerie récupérer le certificat médical requis pour nous rendre en observateur au cours de gymnastique. Bref, pour assister au cours, sans y participer. Sortis de là, nous nous dirigeâmes vers le gymnase, entraînant les pieds. La visite à l'infirmerie nous fournissait un excellent prétexte pour arriver en retard. Et nous avions également envie d'abréger, ne serait-ce qu'un peu, les moments d'ennui passés à regarder les autres se dépenser. Quelle chaleur! J'enlevai la tunique de mon uniforme. Tu ne devrais pas avec ton rhume. Et puis, on va t'obliger à faire des exercices. Je me hâta de remettre ma tunique. Moi, avec mon mal de ventre, je ne crains rien. Et de manière ostensible, mon ami à son tour ôta sa tunique. En traversant le gymnase, nous vîmes, aux vêtements accrochés à des clous sur le mur, que les autres avaient enlevé leurs vestes et même, pour certains, leurs chemises. La trentaine d'élèves qui composaient notre groupe étaient massés autour des barres fixes installées de l'autre côté du gymnase. Par contraste avec le préau sombre au premier plan, le terrain fait de sable et d'herbe qui entourait les bords à l'extérieur semblait incendié de clarté. Je fus saisi d'une sensation familière d'infériorité due à ma complexion maladive. Tout sautant d'un air renfrogné, je me dirigeais vers les bords. Le professeur de gymnastique, un homme malingre, ne prit même pas la peine de jeter un œil sur le certificat médical que je lui tendais. Il dit « Eh bien, nous allons essayer les tractions. Omi, montrons-leur comment il faut s'y prendre. » J'entendis mes camarades chuchoter le nom d'Omi. Celui-ci disparaissait souvent en plein cours de gymnastique. Pour faire quoi? Personne ne le savait, mais cette fois encore, il surgit soudain de l'ombre d'un buisson d'Okuba, dont les feuilles tremblotaient d'un friseli de lumière. À sa vue, mon cœur s'affola. Omi avait ôté sa chemise et ne portait qu'un tricot de corps, sans manches, d'un blanc uni. Sa peau brune mettait en valeur cette blancheur immaculée à la pureté presque agressive. Une blancheur dont l'éclat pouvait se percevoir même de loin, de très loin. Le contour net de sa poitrine et de ses mamelons ressortait sur ce buste de plâtre. « Des tractions, c'est ça? » demanda-t-il au professeur d'un ton sec et l'air très sûr de lui. « Oui, en effet. » Omis avec la morgue et la nonchalance que l'on remarque souvent chez les possesseurs de physique splendide, tendit alors les mains vers le sol, sans se presser, les enduisit de sable humide, pris juste en dessous de la surface. Puis il se redressa et, tout en frottant rudement ses paumes l'une contre l'autre, leva les yeux vers la barre fixe. Dans son regard brillait une résolution de blasphémateur. Il passa même, figurativement, le reflet du ciel bleu et des nuages de mai, teinté de l'éclat limpide du dédain. Un bond le traversa de port en port. Aussitôt ses deux bras
que n'aurait pas déparé des tatouages d'encre marine, il se retrouva suspendu à la barre. Oh! Toute la classe poussa un cri qui flotta dans l'air avec un son mat. Chacun en son fort intérieur fut alors visité par une certitude. Cette admiration n'était pas due au tour de force d'Omi. Elle s'adressait à la jeunesse, à la vie, à la suprématie. Mais l'abondance de poils visibles au creux de ses aisselles dénudées avait elle aussi provoqué notre stupéfaction. C'était sans doute la première fois que nous découvrions là une pilosité si exubérante qu'elle me paraissait superflue, pareille au foisonnement envahissant des herbes de l'été, et de même que ces herbes folles, non contentes de recevoir toute la surface d'un jardin, grimpent en croissant encore jusqu'à des degrés de pierre, de même les poils débordant des aisselles profondément incurvées d'Omi, pour s'étendre en touffes épaisses vers sa poitrine. Ces deux buissons noirs et lustrés brillaient, baignés de soleil, laissant entrevoir par endroits une peau incroyablement blanche, aussi immaculée que du sable. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de focus sur des aisselles, quoi. Bon, ok, j'avoue, si je ferais un roman, je serais assez focus s'il y avait des pieds. S'il y avait des pieds, j'aurais fait pareil. On juge pas les fétiches. Chez les aisselles, tranquille. Quand ses biceps se contractèrent, quand la chair de ses épaules se dilata comme des nuages qui enflent dans un ciel d'été, les buissons de ses aisselles, se repliant dans leur creux d'ombre noire, disparurent et le torse d'Omi, frottant très haut contre la barre d'acier, trembla imperceptiblement. Il fit ainsi toute une série de tractions. L'énergie vitale, ou plutôt la surabondance de cette énergie gaspillée en vain, avait subjugué les garçons. L'impression d'un trop-plein de vie, l'impression d'une violence sans objet, inexplicable sauf à penser qu'elle était mise au service de la vie même. Ce débordement déplaisant, si éloigné d'eux, les écrasait. Cette vie qui s'était glissée dans le corps d'Omi à son insu avait prémédité de l'envahir, de le saccager, de soudre de lui, bref, de le maintenir sans répit sous son joug. À cet égard, la vie ressemble à une maladie. Le corps d'Omi, rongé par cette force brutale, n'avait été placé en ce monde que pour servir d'offrande à un sacrifice insensé, au mépris de toute contamination. Aux yeux de ceux qui redoutent la contagion, ce corps ne pouvait apparaître que comme un reproche. Les garçons reculèrent en chancelant. Moi aussi, j'étais comme eux, avec certaines différences néanmoins. Pour ma part, ce qui suffisait à me faire rougir de honte, à peine aperçu cette pilosité si foisonnante, j'avais déjà une érectio. Encore là, érectio, c'est comme éjaculatio l'autre fois, c'est assez clair de quoi on parle, je n'ai pas besoin de le traduire. Et la pensée que cela ne soit visible à l'entrejambe de mon pantalon m'inquiétait. Mes abstractions faites de cette angoisse, ce qui occupait mon cœur, n'avait rien d'une joie sans mélange. Je venais de voir justement ce que j'avais tant désiré voir. Mais le choc suscité par ce spectacle mit paradoxalement au jour un sentiment d'une autre sorte, tout à fait inattendu. La jalousie. Omi de l'air de celui qui vient d'accomplir quelques actions sublimes, se laissa retomber sur le sable avec un bruit sourd. J'ai fermé les yeux et secouai la tête, afin de me convaincre que désormais, je n'étais plus amoureux d'Omi. C'était de la jalousie, une jalousie si féroce qu'elle me poussait à renoncer à mon amour pour lui. Sans doute l'exigence de me forger une discipline spartiate en germe de cette époque joue-t-elle son rôle en la circonstance. Écrire ce livre est déjà en soi l'une des manifestations de cette exigence. Dans mon enfance, une santé fragile et l'amour éperdu que l'on me vouait avaient fait de moi un garçon timide, au point d'être incapable de lever les yeux vers les autres, et dès cette époque, j'avais donc fait mienne une maxime qui m'obsédait. Tu dois t'aguerrir. Pour y parvenir, j'avais mis au point un exercice qui consistait en allant au collège en tramway, à fixer d'un œil sévère tel ou tel passager pris au hasard. La plupart d'entre eux, dévisagés sans aménité par ce jeune garçon au teint blême, à l'allure chétive, n'en étaient nullement effrayés. Ils se contentaient de tourner la tête, la agacer. Presque personne ne me renvoyait mes regards. Chaque fois qu'un usager détournait les yeux, je considérais que j'avais gagné. Et c'est ainsi que je parvins peu à peu à regarder les gens bien en face. Persuadé que j'étais d'avoir renoncé à l'amour, je croyais que mon sentiment amoureux était lui aussi tombé dans les oubliettes.
ce qui était une manière superficielle de louvoyer. Par la même occasion, je préférais oublier que l'érection est le signe le plus évident de l'amour. J'ai un très grand amour pour les pieds. C'est ce cas. Voilà longtemps que mes érections se déclenchaient à mon insu. De même que depuis longtemps et presque sans le vouloir, je m'adonnais à mes mauvaises habitudes quand j'étais seul afin de m'exciter. En matière de sexualité, je possédais déjà les connaissances de tous un chacun, mais sans souffrir encore de me sentir à part. Cela dit, ne pouvant considérer mes désirs extravagants comme normaux ou légitimes, je ne faisais pas l'erreur de croire que tous mes amis en éprouvaient de semblables. Ces choses effarantes, du fait de mon goût excessif pour les récits romanesques, mes rêveries raffinées, pareilles à celles d'une jeune fille ignorante du monde, tournaient tout autour du mariage, des relations sentimentales entre hommes et femmes. J'avais jeté mon attachement pour Omi dans la frange des énigmes bonnes à mettre au rebut, sans jamais m'interroger au fond sur ce qu'il signifiait. À présent, j'écris le mot amour, j'écris le mot attachement. Mais ce n'est pas du tout ce que je ressentais à l'époque. Jamais je n'aurais pu me figurer, même en rêve, qu'il peut y avoir un lien d'une telle importance entre ces désirs et ma vie. Quoi qu'il en soit, mon intuition me poussait à rechercher la solitude. Cela se manifestait par une angoisse étrange, incompréhensible. L'angoisse de devenir adulte, éprouvée de façon si prégnante dès l'enfance, comme je l'ai déjà noté. Ma connaissance s'accompagnait constamment de ce malaise bizarre et torturant. Une fois par an, comme je grandissais à vue d'œil, il fallait, pour allonger mes pantalons, me rectifier les ourlets. Et ces travaux de couture étaient l'occasion, comme dans tous les foyers à l'époque, de marquer un trait de crayon sur l'un des piliers, les progrès de ma croissance. Cela se passait dans le salon, devant la maison, devant la famille réunie, et à chaque centimètre gagné, tout le monde me taquinait ou manifestait une joie naïve. Quant à moi, j'esquissais un sourire contraint, mais à l'idée d'atteindre un jour ma taille adulte, je pressentais quelques épouvantables dangers contre lesquels je ne pouvais lutter. Cette vague anxiété à l'égard de mon avenir ne faisait qu'augmenter ma capacité à partir dans des rêveries coupées de toute réalité, lesquelles m'accumulaient aux mauvaises habitudes qui me portaient à leur tour à trouver refuge dans la rêverie. C'était l'inquiétude qui autorisait tout cela. « Tu mourras sûrement avant l'âge de 20 ans », me lança un jour un ami faisant allusion à ma santé fragile. « C'est affreux ce que tu dis là. » Tandis qu'un jour, un sourire amer crispait mes traits, cette prédiction me causait un sentiment de curieuse euphorie, douce et sentimentale à la fois. « Tu veux qu'on parie? Mais alors moi, je n'ai pas d'autre choix que de parier de parier que j'y vrai. Eh oui, mon pauvre, et c'est toi qui vas perdre. » Et mon ami, avec la cruauté de l'adolescence, répéta plusieurs fois cette phrase. Avec un ami de même, on n'a pas besoin d'ennemis. Je n'étais pas le seul dans ce cas. Et il en allait de même pour tous ses camarades de classe. Nous ne voyions pas encore apparaître sous nos aisselles des buissons aussi foisonnants que ceux d'Omi. Petit signe, on est rendu où? On vient de lire la 100e page. Donc, il en reste 20. Enfin, à la fin du livre, il en reste plus que 200. Un bon 180. On n'a pas encore lu exactement la moitié. Nous n'en discernions que la promesse de quelques rares rejetons. Voilà pourquoi je n'avais pas prêté d'attention particulière jusqu'alors à cette partie de mon anatomie. Si cette vague attention finit par retourner à l'idée fixe, c'était à n'en pas douter à cause des aisselles d'Omi. Désormais, avant de prendre un bain, je restais longtemps debout devant le miroir. Celui-ci reflétait sans aménité mon corps nu. J'avais quelque chose du vilain, petit canard, persuadé qu'en grandissant, il se transformera en cygne. Mais tout se passait à l'inverse du thème développé dans ce conte héroïque. Héroïque, il est écrit heroic en anglais dans la version originale. Un jour peut-être, mes épaules finiraient par ressembler à celles d'Omi, et mon torse à son torse, me disais-je. Mais planté devant mon reflet dans le miroir, j'étais bien obligé de reconnaître que mes épaules étroites et mon torse malingre n'avaient rien à voir avec les siens, tandis que l'angoisse, comme toujours, venait de déposer sa fine pellicule de glace, çà et là sur mon corps. D'ailleurs, plus qu'une angoisse, c'était une certitude masochiste, une certitude quasi prophétique qui me soufflait. Jamais tu ne ressembleras à Omi. Dans les estampes de l'ère Genroku,
figurent souvent des couples amoureux au visage d'une étonnante similitude. Genroku, période de stabilisation du système politique. L'ère Genroku, 1688-1704, est considérée comme l'âge d'or de l'époque d'Edo, 1603-1867, dans les domaines du théâtre, du roman et des beaux-arts, notamment les peintures sur paravent. Donc les peintures, tu sais, des fois on le voit quand quelqu'un change, c'est un genre de paravent, ça. Au lieu d'être juste du bois vide avec rien, là, les Japonais ont décidé de faire de l'or dessus, et souvent ça fait des trucs très stylés, souvent mythologiques ou historiques. L'idéal universel de la beauté incarné dans la sculpture grecque tend lui aussi vers la représentation des analogies entre hommes et femmes. Ne peut-on supposer que se cache là l'un des arcanes de l'amour? Qu'au plus profond de l'amour circule le désir ardent et irréalisable de devenir absolument identique à l'autre? Que, fouetté par ce désir, on aboutisse à une divergence tragique pour avoir tenté d'inverser les pôles en rendant l'impossible possible? En d'autres termes, dans la mesure où l'amour mutuel ne peut jamais déboucher sur une parfaite identification à l'autre, n'existe-t-il pas un mécanisme psychique poussant deux amoureux, paradoxalement, à accentuer ne serait-ce qu'un peu leur différence, ces points de divergence pouvant même servir à des fins de séduction? D'ailleurs, quelque chose désolante, toute similitude s'abolit aussi vite qu'une illusion fugitive. En effet, même si une jeune amoureuse se fait plus hardie, un jeune amoureux plus timide, viendra toujours le moment où, dans leur tentative pour se ressembler, leurs deux existences finiront par se croiser et s'écarter l'une de l'autre, pour fatalement s'envoler vers le lointain, un lointain dénué de tout objet. À la lumière des arcanes que je viens d'évoquer, l'on comprendra que ma jalousie, assez violente pour me faire croire que j'avais renoncé à l'amour, était plus que jamais de l'amour. J'en étais arrivé au point d'aimer, pour leur ressemblance avec ceux d'Omi, ces poils qui, avec lenteur, avec discrétion, petit à petit, pointaient, croissaient et noircissaient sous mes aisselles. Les grandes vacances étaient arrivées. Alors que je les avais attendues avec tant d'impatience, elles ne furent qu'un entracte interminable. Alors que j'en avais tant rêvé, elles ne furent qu'un banquet où je me sentais mal à l'aise. J'avais souffert d'une légère tuberculose dans ma petite enfance, et depuis le médecin m'interdisait de m'exposer à des rayons ultraviolets trop intenses. Au bord de la mer, il m'était donc défendu de m'exposer au soleil plus d'une demi-heure. La moindre infraction à cette règle me paraissait aussitôt d'une poussée de fièvre. Et n'ayant jamais eu le droit de prendre part aux cours de natation donnés à l'école, même à présent, je ne sais pas nager. Au fond de moi, avec le temps, allait croître lentement mais sûrement jusqu'à ébranler parfois mon équilibre. Une fascination trouble pour la mer, qui, mise en regard avec mon incapacité à nager, doit bien signifier quelque chose. Quoi qu'il en soit, même si à l'époque je n'avais pas encore connu cette tentation irrésistible de la mer, c'est avec le désir de vivre insoucieusement une saison qui, sur tous les plans, ne me convenait pas du tout, une saison qui pourtant éveillait en moi des rêveries sans cause. Que je passais cet été-là sur le rivage de A, en compagnie de ma mère, de mon frère et de ma sœur. Revenant soudain à moi, je m'aperçus qu'on m'avait laissé seul sur un rocher. Un peu plus tôt, mon frère, ma mère et moi étions venus jusqu'ici en quête de petits poissons d'argent cachés dans les flaques, le long de la grève. Mais notre pêche ne répondant pas vraiment à nos attentes, ma jeune sœur et mon petit frère avaient fini par s'enlacer. Une bonne était alors venue nous chercher pour nous ramener vers le parasol où s'abritait notre mère sur la plage, mais comme j'avais refusé, l'air ombrageux, de me joindre à eux, elle était repartie avec les deux enfants et j'étais resté seul. Le soleil de ce début d'après-midi d'été frappait sans cesse de ses claques de la surface de la mer. La baie tout entière n'était qu'un immense vertige. Puis le large, les nuages d'été immobiles et muets plongeaient à demi dans les flots, leurs silhouettes de prophètes, grandioses et attristées. Leur musculature était aussi pâle que l'albâtre. De forme humaine, on n'en discernait point, à part sur les quelques yachts, canots et bateaux de pêche qui, partis de la plage, se mouvaient au large avec une sorte d'indécision. Un silence compact planait sur toute chose, avec des airs de coquette qui minaudent pour avouer ses petits secrets.
La brise marine transmettait à mes oreilles, tel un insecte joyeux, ses battements d'ailes invisibles. Autour de moi, le rivage était formé de roches, plates, qui s'inclinaient docilement vers la mer. Seuls 2 ou 3 rochers, dont celui sur lequel j'étais assis, dressaient leur forme abrupte. Des vagues à la rondeur d'un vert inquiétant venaient du large en glissant à la surface de l'eau. Les groupes de rocs bas, qui faisaient saillie dans la mer, avaient beau contrer leur avancée en projetant très haut des bouquets d'écume, pareils à des mains blanches réclamant de l'aide, ils baignaient dans une sensation de profonde surabondance. Ils semblaient même rêver de bouées qui auraient rompu leur amour. Mais les renflements de la houle laissaient aussitôt ces rochers derrière eux pour approcher plus près du rivage, d'un même glissement régulier. Bientôt, une présence s'éveilla sous ce camail vert et le souleva. La vague, sous son épulsion, se souleva aussi, révélant le tranchant affûté d'une hache, celle de l'immense océan, prêt à s'abattre sur la grève. Le couperet indigo de cette guillotine tomba dans un éclaboussement de sang blanc. Le terme en français est inscrit. Donc, dans la version originale, le guillotine est écrit en français. Le dos de la vague, lancé à la poursuite de sa tête décapitée, déferla en bouillonnant, reflétant le bleu infiniment pur de ce ciel qui miroite dans l'œil d'un homme à l'agonie, un bleu qui n'est pas de ce monde. La file de roches plates et érodées que la mer découvrait par intervalles, c'était durant l'assaut si bref de la vague, dissimulée dans un tourbillonnement d'écume blanche, mais à présent, à la faveur des vaguelettes qui se retiraient comme un regret, elle scintillait de tous ses feux. Du haut de mon rocher, je vis tituber un Bernard l'ermite, et de petits crabes se figer soudain dans cet éclat. Tant cet éclat était aveuglant. À ma sensation de solitude se mêlèrent soudain des réminiscences de vie. Voilà de quelle manière. Cette solitude à lui, exubérante de vie, mais d'une vie qui, en le ligotant, le fustigeait, exerçait sur moi une attraction telle que le désir me vint de m'imprégner de ses bienfaits. Le désir aussi, à présent que ma propre solitude, en apparence du moins, ressemblait un peu à la sienne et que devant l'énergie débordante de la mer, j'en avais perçu tout le vide, d'en jouer pleinement de la même manière comme il l'aurait fait. Je devais donc à moi seul jouer un double rôle, le sien et le mien. Pour cela, il me fallait découvrir quelques points communs, même infimes, entre nous, car je pourrais alors, en me substituant et en m'identifiant à Omi, me comporter en toute connaissance de cause, comme si sa propre solitude, dont il n'avait sans doute pas conscience, était chargée de volupté, parvenant ainsi à l'accomplissement de mon rêve, faire en sorte que la jouissance que j'éprouvais à sa vue se confonde avec celle qu'il devait lui-même éprouver. Depuis que j'étais tombé sous le charme du tableau de Saint-Sébastien, j'avais pris l'habitude, sans vraiment y penser, de croiser mes 2 mains au-dessus de ma tête chaque fois que je me mettais nu. Mon corps chétif n'était même pas le pâle reflet de la plastique splendide de Sébastien. Ce jour-là encore, je pris spontanément cette pose. Ce faisant, mes yeux se portèrent vers mes aisselles, et un mystérieux désir sexuel montant violemment en moi. J'ai presque l'impression que cette pose-là, c'est une JoJo pose, pour ceux qui ont la ref. Pas une en spécifique, juste dans le même style qu'eux. Avec la venue de l'été, de petits buissons noirs qui n'avaient rien à comparable à ceux d'Omi avaient commencé à pousser sous mes aisselles. C'était cela le point commun avec lui. De toute évidence, la pensée d'Omi venait interférer dans mon désir sexuel. Mais je ne pouvais nier, en outre, que ce désir se concentrait sur mes propres poils. À cet instant, la brise de mer qui faisait frémir mes narines, la lumière violente du soleil d'été qui déversait sa chaleur cuisante sur mes épaules et mon torse nu, l'absence de toute forme humaine aussi loin que porta le regard, tous ces éléments s'agglutinèrent, me poussant à pratiquer pour la première fois mes mauvaises habitudes sous le ciel bleu. Même moi, j'ai jamais osé. Pour objet de mon fantasme, j'avais choisi mes propres aisselles. Donc là, il fait de l'autophilie d'aisselles. Très spécifique. Sous le coup d'une étrange tristesse, je fus pris de frissons. La solitude m'embrasa comme le soleil. Mon caleçon de laine bleu marine collait de façon désagréable à mon ventre. Je descendis du rocher avec lenteur. Je trempais mes pieds dans la mer. Les vaguelettes leur donnaient l'air de 2 coquillages blancs et morts. Et plus en profondeur, les dalles des roches
incrusté d'écailles semblant se balancer au rythme des ondes se détachait avec netteté. Je me mis à genoux dans l'eau. Une lame qui déferlait au même instant se précipita sur moi, avec un grondement sauvage, me frappa en pleine poitrine et me noya presque sous une explosion d'écume, dans un élan auquel je m'abandonnais. Quand la vague se retira, j'étais lavé de ma souillure. Mes myriades de spermatozoïdes, emportés par le Justin avec les innombrables formes de vie qu'il contenait, micro-organismes, spores d'algues, œufs de poissons, étaient engloutis à jamais dans la mer écumante. L'automne vint, et avec lui le début du deuxième trimestre, mais Omi n'était plus là. Son avis d'expulsion était placardé sur le tableau d'affichage. Au deuxième trimestre, l'année scolaire et universitaire au Japon commence en avril au Japon pour se terminer à la fin du mois de février de l'année suivante. Donc, février, donc ils sont en congé en mars. Uniquement, c'est quand même peu, très peu. Alors, comme le faisait autrefois la populace après la mort d'un titan, toute la classe se mit à parler de ses méfaits. Il s'était bien gardé de rendre à l'un les 10 yens qu'il lui avait empruntés, avait dérobé à un autre, en riant, son stylo de marque étrangère, et tenté d'étrangler un troisième. Alors que chacun semblait avoir souffert de ses mauvaises actions, moi seul avais été épargné, ce qui me rendit fou de jalousie. Mais mon désespoir fut quelque peu allégé par le fait qu'aucune théorie solide ne circulait sur les raisons de son renvoi. Même les élèves dégourdis, toujours au courant de tout comme on en trouve dans n'importe quel établissement scolaire, ne parvinrent pas à dénicher un motif indiscutable permettant d'expliquer l'expulsion d'Omi. Quant à notre professeur, il se borna à nous dire avec un petit sourire condescendant que notre camarade avait fait quelque chose de mal. J'étais le seul à avoir, dans le secret de mon cœur, une conviction quant à la nature de ce mal. Omi trempait dans la précipitation d'un vaste complot dont lui-même ne mesurait pas encore toute l'ampleur. Cela ne faisait aucun doute. Et sa volonté, aiguillonnée par son mauvais génie, se confondait avec sa raison de vivre, se confondait avec son destin. Du moins, c'était ce que je croyais. Alors, peu à peu, ce mal se para pour moi d'une signification différente. Le vaste complot qu'il avait inspiré, cette société secrète dotée d'un système complexe, cette tactique souterraine d'une cohérence parfaite, tout cela ne pouvait avoir été bâti qu'en faveur de quelques dieux inconnus. Le système complexe, donc, c'est écrit dans le texte original, c'est écrit système en anglais, donc system, et non en japonais. C'est pas non plus comme si on avait quelque chose à faire. Moi, j'avoue que les trucs en bas de page, ça m'intéresse plus quand c'est un terme japonais que je connais pas. Mais bon, autant pour moi. Omi, qui s'était mis au service de ce dieu, avait tenté de convertir des gens à sa foi, mais à la suite d'une dénonciation, il avait été assassiné en secret. Un soir au crépuscule, on l'avait dénudé puis emmené dans un bois taillis sur une colline. Et là, les poignets ligotés en hauteur sur un tronc d'arbre, une première flèche était fichée sur son flanc et la seconde sur son aisselle. Mes pensées suivaient leur cours, et je finis par me dire que de toutes les images que j'ai gardées d'Omi, c'était celle de l'instant où il avait agrippé la barre fixe pour effectuer cette action qui s'associait le mieux à mes rêveries sur Saint-Sébastien. Là, on fait une petite ellipse. Quand tu signes, quand il y a un espace et qu'il y a une petite étoile ici, ça veut dire que entre le texte du haut et du bas de la page, il y a une ellipse. Donc, il y a un certain temps qu'on ignore. Parce que là, ça commence par... Pendant ma 4e année de collège, je fus atteint d'anémie. Donc là, on sait qu'on est rendu plus loin dans le temps. Mon visage était plus blême que jamais, mes veins avaient pris une teinte verte d'ordre. Quand j'arrivais en haut d'un escalier raide, j'étais obligé de m'accroupir un moment, car une trompe de brouillard blanc s'abattait en tournoyant sur ma nuque pour y forer un trou, me mettant ainsi au bord de l'évanouissement. On sait qu'il n'est pas mort de ça parce qu'il a fait un harakiri en 70. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Mes parents m'emmenèrent chez le médecin. Celui-ci posa le diagnostic d'anémie. Comme c'était un homme plaisant, ami de la famille, en réponse à la question de mes parents concernant la nature de mon mal, il leur dit « Eh bien, voyons un peu ce que mon abrégé de médecine raconte à ce sujet. » Il venait de m'examiner et je me tenais près de lui. Mes parents lui faisaient face. Contrairement à eux, je pouvais donc glisser un œil sur les pages du manuel qu'il lisait à haute voix. Bon, voici maintenant l'étymologie ankylostom.
Ça, c'est la cause la plus récurrente. Il est possible que ce soit le cas de ce jeune homme. Il faudra procéder à un examen des selles. Les selles, c'est la merde, quoi. Ensuite, la chlorose, mais c'est très rare et il s'agit d'un mal qui ne touche que les femmes. Puis le médecin sauta l'une des causes de l'anémie et referma le livre en marmonnant quelque chose dans sa barbe. Mais moi, j'avais pu voir le mot qu'il avait omis de prononcer. Onanisme. Sous le coup de la honte, je sentis mon cœur battre plus vite. Le docteur m'avait percé à jour. On me prescrivit des injections d'arsenic. Ce produit toxique reconstituait mes cellules sanguines un peu plus d'un mois. Un poison pour soigner des cellules. Soigner le mal par le mal, je suppose. Pourtant, qui aurait pu se douter de la corrélation aberrante qui existait entre cette carence de sang et ce qui n'était autre qu'une véritable soif de sang. J'étais né avec une anémie qui avait ancré en moi une propension irrésistible à rêver d'hémoglobine. Et cette impulsion, à son tour, laissait mon corps exsangue, me poussant ainsi à désirer de plus en plus de sang. Cette vie de fantasme qui me vidait fortifiait et affinait mon imagination. Je ne connaissais pas encore les œuvres de Sade, mais vivement impressionné par les scènes que lisait dans Quo Vadis, j'avais bâti à ma manière un théâtre du meurtre. Là, pour mon seul divertissement, de jeunes lutteurs romains offraient leur vie. Il fallait que leur mort se passe dans un bain de sang et aussi qu'elle soit ritualisée. Ma curiosité me portait vers toute forme de peine capitale, tous les instruments d'exécution. En revanche, les divers moyens de torture et les gibets m'indifféraient, dans la mesure où l'on n'y voyait pas couler le sang. De même, les pistolets, fusils et autres armes à feu n'étaient pas de mon goût. Je choisissais autant que possible des armes plus primitives, plus sauvages, flèches, dagues ou lances. Pour prolonger encore les souffrances, c'était au ventre qu'il fallait viser. La victime, afin de bien faire ressentir la solitude interminable, désolée, déchirante, inexplicable de l'existence, devait aussi pousser des cris. Alors l'allégresse de vivre se mettait à flamber du plus profond de moi, finissant dans un cri qui répondait à ceux de la victime. N'était-ce pas ainsi que les hommes des temps anciens manifestaient leur joie d'avoir fait une bonne chasse? Bien détraqué ce Mishima, hein? Soldats grecs, esclaves blancs d'Arabie, princes de tribus barbares, liftiers d'hôtels, serveurs de restaurants, voyous, officiers, jeunes acrobates de cirque, tous finissaient massacrés par mes armes fantasmagoriques. Non, fantasmatiques. Donc, fantasmatique en rapport avec le fantasme. Fantasme quand même bien morbide. J'étais pareil à ce pilard sauvage qui, ne sachant comment exprimer mon amour, tua par erreur celui qu'il aimait. Le corps de ce jeune homme, gisant au sol, était encore secoué de soubresauts, tandis que je baisais leurs lèvres. Par je ne sais quelle association d'idées, j'avais inventé un dispositif de mise à mort. Il se composait d'une épaisse planche de bois garnie d'une dizaine de poignards figurant les contours du corps humain, une planche qui s'articulait sur un rail. Celui-ci servait à le faire coulisser jusqu'au niveau d'une croix fixée à l'une de ses extrémités. Dans l'usine où l'on procédait aux exécutions, de tours mécaniques à pointe fonctionnaient en permanence. Le jus du sang ainsi récolté était sucré, puis mis en bouteille pour être vendu. C'est vraiment des vampires. Hein? Et de nombreuses victimes, les mains liées derrière le dos, étaient conduites au sacrifice vers le colisée mental du collégien que j'étais. Mon excitation ne faisant que croître, j'en vins à concevoir l'un des pires fantasmes que l'être humain puisse imaginer. La victime en était, comme on peut s'en douter, l'un de mes camarades de classe, un garçon doué pour la natation qui se distinguait par son corps bien découplé. Les choses se passaient sous un sous-sol. Un banquet secret y avait lieu. D'élégants chandeliers resplendissaient sur une nappe d'un blanc immaculé. Les couverts en argent étaient alignés de part et d'autre des assiettes. Il y avait même, comme il est d'usage, des oreillers disposés en bouquets dans des vases. La seule chose curieuse, c'était le vaste espace vide ménagé au centre de la table. On allait sûrement poser là un plat d'une taille exponentielle. Un sanglier au complet. Ça vient? Me demandait l'un des convives. Son visage plongé dans l'ombre restait invisible, mais le timbre de sa voix était celui d'un auguste vieillard. Je m'apercevais alors que les autres visages étaient mal éclairés, eux aussi. Seules mes mains blanches tendues sous la lumière des lustres jouaient avec les couverts en argent qui scintillaient. Des murmures flottaient sans cesse dans l'air. On aurait cru quelques monologues ou des conversations échangées à voix basse.
À part le grincement importun d'une chaise de temps en temps, aucun son ne venait ponctuer ce banquet morose. Je pense que c'est presque prêt, répondais-je, mais sans autre écho qu'un silence lugubre. Et je comprenais que tout le monde était mécontent de ma réponse. Je peux aller voir si vous voulez. Je me levai et ouvrais la porte des cuisines. Dans un angle de la pièce, il y avait un escalier de pierre qui montait vers le rez-de-chaussée. Ça vient? Demandai-je au cuisinier. De quoi? Mais c'est presque prêt, me répondit-il avec humeur, la tête penchée sur la verdure qu'il était en train de hacher. Sur l'épaisse table de cuisine qui faisait bien 3 mètres carrés, rien n'était posé. Venant du haut des marches, des éclats de rire approchaient. Je voyais descendre un autre cuisinier, tenant par le bras mon robuste camarade de classe. Le garçon portait un pantalon ordinaire et un polo sport bleu marine, échancré sur sa poitrine. « Tiens, B, mais c'est toi. » Je l'interpellais d'un air dégagé. Arrivé en bas de l'escalier, les mains fourrées dans les poches, il se tournait vers moi et m'adressait un sourire espiègle. Brusquement, le cuisinier, sautant sur lui par derrière, lui liait les poignets. Le garçon se débattait furieusement. « Ce ne serait pas une prise de judo? »« Oui, c'est ça. »« Comment on l'appelle déjà? »« Je vois, une technique de strangulation. » Mais ce n'est pas vraiment mortel, ça fait seulement perdre connaissance. Tout en me faisant ces réflexions, je regardais cette lutte pitoyable. Entre les bras vigoureux du cuisinier, soudain la tête du garçon s'affaissait mollement. L'homme, placide, prenait le corps dans ses bras pour le déposer sur la vaste table. L'autre cuisinier s'approchait alors, et avec des gestes purement professionnels, lui enlevait son pantalon, puis sa montre, puis son polo, et en un tournement, le corps se retrouvait entièrement nu. Le garçon, la bouche entr'ouverte, était affalé sur le dos. Je lui baisais longuement les lèvres. « Comment le mettons? Sur le dos ou sur le ventre? » me demandait l'un des cuisiniers. « Je préférais sur le dos, » répondais-je, pensant que cette posture permettait de voir le torse du garçon, pareil à un bouclier couleur d'ambre. L'autre cuisinier sortait d'un buffet, un grand plat d'origine occidentale, à peu près aussi large qu'un corps humain. C'était un récipient bien étrange. Sur ses 2 plus longs bords étaient ménagés 10 petits trous, 5 de chaque côté. « Oh, whis! » Les 2 hommes couchaient le garçon évanoui sur le plat, puis en sifflotant gaiement, ils passaient une cordelette par les trous, d'un bord à l'autre pour ficeler étroitement le corps. Leurs gestes si prestes témoignaient d'une longue pratique. Ils disposaient ensuite avec art de grandes feuilles de salade autour du corps nu. Enfin, ils plaçaient également sur le plat un couteau et une fourchette en acier, d'une taille imposante. « Oh, whis! » Les deux hommes chargeaient le plat sur leur épaule. J'ouvrais la porte de la salle de banquet. Un silence bienveillant m'accueillait. Le plat était déposé au centre de la table, sur l'espace vide que les lumières faisaient scintiller de blancheur. Je regagnais ma place et saisissais les couverts imposants placés autour du plat. Par où allons-nous commencer? Pas de réponse, mais au silence qui planait, je devinais que tous les visages penchés au-dessus du plat. Voilà aussi sans doute l'endroit idéal. Je plantais la fourchette dans le cœur. Une giclée de sang m'éclaboussait en pleine face. Alors, tenant le couteau dans la main droite, je commençai à découper avec lenteur en tranches fines la chair du torse. Ouais, je lis des trucs bien étranges, moi. J'avais beau ne plus souffrir d'anémie, mes mauvaises habitudes, en revanche, ne faisaient qu'empirer. Durant les cours de géométrie, je ne me lassais pas de contempler le visage du professeur A, le plus jeune de nos enseignants. On disait qu'il avait d'abord été moniteur de natation. En tout cas, son teint était hâlé par le soleil marin et il y avait la grosse voix des pêcheurs. Comme nous étions en hiver, j'avais fourré une main dans la poche de mon pantalon et de l'autre, je recopiais les signes inscrits sur le tableau noir. Au bout d'un moment, mes yeux quittèrent mon cahier pour suivre mon insu le professeur. Celui-ci, en répétitant d'une voix juvénile ses explications à propos d'un problème de géométrie difficile à résoudre, ne cessait de monter sur l'estrade et d'en descendre. Les offres de la sensualité me rongeaient déjà, sans me laisser un seul instant de répit. Et là, ce jeune enseignant devant mes yeux apparaissait soudain sous la forme imaginaire d'une statue d'Hercule nu. Un chiffon dans la main gauche, il effaçait une partie du tableau tout en tendant l'autre main pour écrire à la craie de nouvelles équations, et je reconnus alors, dans les plis qui se formaient au dos de sa veste, les sillons de la musculature d'Héraclès Archer. Pour finir en plein cours, je cédais à mes mauvaises habitudes. L'esprit dans le vague, la tête baissée, je profitais de la récréation pour aller jusqu'au terrain de jeu.
Un garçon dont j'étais amoureux, encore un amour à sens unique pour un camarade qui redoublait sa 3e année, vint vers moi et me demanda « Dis, tu es bien allé à Katakura hier pour présenter tes condoléances, non? Comment ça s'est passé? » Katakura, dont les obsèques avaient eu lieu 2 jours plus tôt, était un gentil garçon décédé d'une tuberculose. L'un de nos camarades m'ayant appris que son visage, méconnaissable dans la mort, ressemblait à celui d'un démon. J'avais soigneusement attendu qu'il soit incinéré pour aller faire ma visite de condoléances. « Que veux-tu que je te raconte? De toute façon, il n'en reste plus que descendre. » lui répondis-je de ton bourru, ne trouvant rien d'autre à dire. Mais soudain me revint à l'esprit un message propre à le charmer. « Ah, au fait, la mother de Katakura m'avait demandé de te transmettre son bon souvenir. Et puis, elle a aussi insisté pour que tu ailles la voir de temps en temps parce qu'à présent, elle va se sentir bien seule. » Mother sans syllabaire dans le texte original. Quel idiot! Soudain, il m'asséna en pleine poitrine un coup violent et cependant empreint de cordialité qui me surprit. Les joues de mon amoureux, sous le coup d'une pudeur encore enfantine, avaient viré à l'écarlate. Je remarquais dans ses yeux un éclat de familiarité inhabituelle, celle qu'on réserve à un complice. « Quel idiot !» dit-il, et il ajouta. « Tu commences vraiment à avoir mauvais esprit. Qu'est-ce que tu t'insinues avec tes petits ricanements? » Tout d'abord, je ne compris pas, même si je ne m'étais mis à son diapason en riant. Il m'a fallu au moins 30 secondes pour comprendre enfin. La mère de Katakura, une belle femme mince et encore jeune, était veuve. Ce qui me désola le plus dans l'histoire, c'était que cet esprit d'escalier n'était pas dû à de l'ignorance de ma part. Il révélait plutôt une différence incontestable entre mes centres d'intérêt et celui de mon ami. Soudain, j'aperçus avec la clarté de l'évidence toute la distance qui nous séparait, et la surprise de découvrir avec un temps de retard une chose que j'aurais dû naturellement prévoir me mortifia. Sans réfléchir un seul instant à la réaction possible de cet ami devant le message émanant de la mère de Katakura, je le lui avais transmis avec l'envie inconsciente de m'attirer ici ses bonnes grâces, et à présent la laideur de ce comportement puéril, aussi laid que des traces de larmes séchées sur le visage d'un enfant, m'emplissait de désespoir. Pourquoi est-ce mal de demeurer tel que je suis? Cette question, je me l'étais posée des millions de fois, mais en l'occurrence, je me sentais trop fatigué pour me la poser de nouveau. Je me dégoûtais, car, vierge encore, j'étais déjà corrompu. Je me disais pourtant qu'à force de bonne volonté, quelle idée touchante, je serais capable de me sortir d'une telle situation. Comme si, au lieu de comprendre ce qui me lassait, c'était évidemment par une bonne part la vie réelle. Je persistais à croire que j'étais lassé de mes rêves. La vie me pressentait de prendre le départ. Ma vie, même si, par extraordinaire, ce n'était pas la mienne, le temps était venu pour moi de me mettre en route pour aller de l'avant d'un pas lourd.